Bonsoir, bienvenue pour ces premiers rendez-vous de la santé organisés par le département avec de nombreux partenaires, notamment ce soir la Ligue contre le cancer. Pour vous accueillir, je vous propose d'écouter Jean-François Salard, qui est conseiller départemental en charge de la santé. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation du conseil départemental pour ce premier rendez-vous de la santé. Donc je dois d'abord excuser notre président Olivier Richoux qui ne peut pas être présent parmi nous ce soir. Il va peut-être faire une apparition en cours ou en fin de soirée, mais ce n'est pas du tout certain. Donc je voudrais commencer par remercier les personnes qui ont participé au comité de pilotage pour mettre en place la maquette de ces rendez-vous de la santé, à savoir Christelle Fouache qui est de l'IREPS, l'instance régionale d'éducation pour la promotion de la santé, à savoir Carole Beignet qui est de la caisse primaire d'assurance maladie, le docteur Mathieu Levaillant qui est en poste à l'agence régionale de santé, et Samuel Veillé, infirmier coordinateur, très motivé par les sujets de prévention. Donc, ensemble, nous avons défini la maquette de ces rendez-vous de la santé avec une première partie avec un conférencier expert dans le domaine, donc ce soir le professeur Ifra. Ensuite, on aura une phase de questions-réponses, d'interaction avec le public. S'en suivra ensuite une table ronde, donc avec les partenaires de prévention. Et puis, on finira par un pot amical pendant lequel on pourra poursuivre les échanges. Alors, vous avez remarqué que dans le hall, parallèlement à ces 4 phases de notre réunion de ce soir, vous avez des stands avec des partenaires santé et n'hésitez pas à aller vers eux pour avoir des informations. Donc avec ce premier rendez-vous de la santé, nous cochons une ligne de nos résolutions et de nos fiches actions suite aux États généraux de la santé. Je vais vous faire un survol rapide des grands axes par rapport aux fiches actions que nous avons réussi à mettre en place depuis 1 an et demi. Mais pour les détails, vous pourrez voir avec Thomas et Tiffaine qui sont au stand du département, qui pourront vous donner toutes les informations et répondre à vos questions. Alors, je vais m'attarder sur trois grands axes. Le premier, c'est la délégation des tâches. Vous savez, je ne vous apprends rien, qu'on a une ressource médicale qui est rare, donc il faut partager les tâches. Le deuxième, c'est la santé, le numérique au service de la santé. Et le dernier, c'est la qualité d'accueil des internes sur notre territoire. Alors, pour ce qui est de l'évolution et du changement des pratiques vers du pluriprofessionnel, eh bien, nous avons confié la mission à MySanté Lab, qui est une structure qui accompagne les médecins vers ce changement, parce que la délégation des tâches, c'est facile à évoquer, mais en pratique, il y a toujours la responsabilité professionnelle du médecin derrière ça. Donc, ils ont besoin d'être rassurés, ces médecins généralistes. Il y en a déjà qui ont passé le pas, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus timides vers ces pratiques en exercice coordonné pluriprofessionnel. Pour ce qui est justement des nouvelles professions qui permettent la délégation de tâches, nous favorisons les formations des infirmiers pratiques avancées. Nous avons un financement complémentaire à celui qui est déjà prévu par l'ARS pour les infirmiers libéraux qui s'orientent vers cette spécialité d'infirmier pratique avancée. Les assistants médicaux, eh bien, nous favorisons leur installation au sein des pôles santé. Là, c'est surtout des adaptations au niveau de l'immobilier. Et puis, nous avons souhaité aussi favoriser la diffusion sur tout le territoire de tous les stagiaires en santé. Et auparavant, il y avait déjà les dentistes et les médecins. Mais là, maintenant, donc, toutes les professions de santé, que ce soit sage-femme, infirmier, orthophoniste, kiné, on aide financièrement pour leur stage longue durée sur notre département.
Pour ce qui est de la technologie au service de la santé, nous avons deux petits chapitres. Le premier, c'est celui d'une mise en place d'une plateforme interactive pour faciliter les liens entre la ville et l'hôpital. Nous portons ce projet avec l'hôpital de Laval. Ça s'appelle MyVille Hop. Et donc, on avait évoqué ça au moment des États généraux, la nécessité de fluidifier les communications entre la ville et l'hôpital. Et donc, ça, c'est en place, c'est en expérimentation. Et ça permettra donc aux médecins, à tous les médecins, d'avoir un dossier patient commun, partagé, et de pouvoir rapidement obtenir un avis, un rendez-vous ou une hospitalisation programmée en fonction des besoins du patient. Nous avons aussi quelques belles expériences en télésanté, notamment au niveau des EHPAD, avec des téléexpertises qui fonctionnent déjà. On a prochainement une téléexpertise en ophtalmo, ça s'appelle e-ophtalmo, qui est prévue en expérimentation sur certains EHPAD du département. Pour ce qui est de la qualité des accueils, de l'accueil de nos internes, c'est très important. Bien sûr, le plus essentiel, c'est la qualité de l'accueil professionnel pour qu'ils puissent continuer à évoluer dans leur formation. Et pour ça, nous participons à un programme qui s'appelle Territoire universitaire de santé, en cofinancement avec Laval Aglo. Et donc le but, c'est d'attirer les jeunes médecins en stage sur l'ensemble du département, en mettant en place des relais universitaires au niveau des pôles. Donc sur l'hôpital de Laval, il y a trois chefs de clinique territoriaux qui sont arrivés. Alors le qualificatif territorial, c'est donc pour la localisation, puisque jusqu'à présent, la terminologie chef de clinique, c'était pour les CHU. Et donc, et aussi pour le financement, puisque là, donc, encore, nous sommes copartenaires pour le cofinancement de ces postes. Donc ça, c'est pour la qualité professionnelle. Pour la qualité de la vie au quotidien, c'est important aussi. Donc il y a eu des modifications des horaires de train pour s'adapter aux horaires de la journée des internes et des médecins remplaçants. Il y a eu la mise à disposition de véhicules électriques aussi. Et puis, il y a eu la rénovation de l'internat de Laval. Hein. C'est pareil, en cofinancement. Le département a cofinancé à hauteur de 600 000 € les travaux qui ont eu lieu sur l'hôpital de Laval au niveau de l'internat pour avoir une bonne qualité d'accueil des internes. Et nous allons financer à hauteur de 350 000 l'internat de Mayenne. Voilà, donc je voulais juste vous faire un tout petit point rapide pour ne pas multiplier les réunions, mais pour que vous soyez informés de ce qui a pu être fait au niveau départemental depuis les États généraux de la santé. Et puis, pendant cette petite introduction, j'ai volontairement un petit peu abusé des termes de collaboration et de collaborateurs en espérant n'avoir oublié personne, parce que je ne vais pas vous apprendre que notre système de santé est en grand péril. Et donc, si on veut essayer de faire au mieux, il faut vraiment travailler en équipe et utiliser les compétences de tous ses collaborateurs. Voilà, je ne vais pas consommer davantage de paroles. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Monsieur Salard. Cette soirée, donc, intitulée Prévention du cancer, mieux connaître les risques pour les éviter, vous l'avez dit, va se dérouler avec une conférence pour débuter, puis une table ronde ensuite. Mais surtout, l'intérêt de l'un et de l'autre, c'est que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, apporter vos questions, vos interrogations, peut-être et également des témoignages. Pour ce faire, il y aura deux possibilités. La première, classique, elle consistera à vous passer un micro. Et la seconde, vous pouvez le faire dès maintenant, c'est de scanner ce petit QR code là. Ça vous affiche une page sur votre téléphone. Sur cette page, on vous invite à poser une question si vous le souhaitez. Vous faites envoi. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous continuez, vous en posez autant que vous voulez. Ça peut être bien évidemment anonyme et il n'y a pas de souci. Ces questions me seront renvoyées sur mon appareil et je les poserai en votre nom, bien évidemment. L'intérêt de ce petit jouet là, numérique, c'est que
pendant que quelqu'un intervient, il peut peut-être vous faire réagir et ça vous permet de poser la question tout de suite et d'être sûr de ne pas l'oublier pour plus tard. Voilà, c'est le gros avantage. Bien, bah écoutez, alors on est ensemble à peu près jusqu'à 21h, si chacun respecte les temps. En l'occurrence, j'ai cette lourde tâche pour ma part d'être le gardien du temps au cours de la soirée. Je vais inviter le professeur Norbert Ifra à monter sur la scène. Au pupitre, le professeur Norbert Ifra, qui est hématologue, mais qui est surtout président de l'INCa. Eh oui, l'INCa, c'est l'Institut national du cancer. Il en est à son 2e mandat. Et ce soir, le professeur Inca a accepté de nous parler de prévention, évidemment, puisque c'est le thème, mais des facteurs de risque aussi, probablement. Peut-être de ce qu'il en est de la recherche. Et puis de ce qu'on peut attendre des prises en charge à venir. Je vous ai dit, gardien du temps, 3/4 d'heure à peu près d'échange, enfin de présentation, 1/4 d'heure pour la salle ensuite, en question, ça vous ira? Et ça nous mène jusqu'à 20h15, ça. Et ça nous mène jusqu'à... Ben, vous savez bien calculer, bravo. Bravo. Bon. Ah oui, ça, pour compter, je sais compter. Très bien. Bon, merci. Merci de cette invitation. Merci, M. Salard. Il y a quelques personnes que je connais bien dans la salle, que je resalue. Bon, alors, il y a 2 choses qu'il faut retenir. La première, c'est que le meilleur cancer est celui qu'on n'a pas. Et la deuxième, c'est que l'Institut national du cancer, dont effectivement j'assure la présidence, est une espèce d'apax dans le monde de l'organisation des soins et de la recherche. C'est-à-dire que c'est la seule agence au monde dans le champ du cancer qui soit en charge à la fois de l'organisation des soins, des recommandations et de l'organisation et la mise en œuvre de la recherche. Alors bien entendu, nous ne sommes pas opérateurs de santé ni opérateurs de recherche. Nous définissons quelles sont les recherches à mener et nous les finançons et nous les sélectionnons. Pareil pour le régime, vous avez entendu parler sûrement du régime des autorisations pour les établissements de santé et c'est nous qui préparons les décisions qui sont ensuite prises ou pas par le gouvernement en essayant d'expliquer pourquoi on recommande ça. Donc voilà quelques éléments liminaires. Alors, quand on parle de cancer, on est obligé de parler de chiffres. Le premier chiffre, c'est que tous les jours en France, il y a 1200 nouveaux cancers. Et que ce nombre, qui fait 443 000 sur l'année, eh ben, il a été multiplié par 2 depuis 1990. Alors ça fait un peu froid dans le dos. Mais il ne faudrait pas que ça fasse à ce point froid dans le dos, parce que les 2 principales causes de l'augmentation du nombre de cancers en France, en fait, c'est l'augmentation de la population et son vieillissement. Et les 2 réunis, ça explique les 3/4 de ce doublement de cancer. Alors, ça explique les 3/4, mais ça n'explique pas tout. Et après, on va rentrer tout à l'heure, un peu plus tard, mais dans les détails. Mais l'évolution de ces cancers, en fait, elle n'est pas homogène. Il y en a dont l'incidence diminue un peu, intrinsèquement, et il y en a dont, au contraire, l'incidence augmente, et parfois de façon significative. Et même si ça peut paraître un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'on a essayé de remplacer les valeurs absolues par ce qu'on appelle des incidences standardisées, c'est-à-dire qu'on prend une population dont on définit de façon très précise pour qu'elle soit représentative de la population générale, mais raisonnablement, l'âge, le sexe, un certain nombre de comorbidités. C'est ce qu'on appelle une population standard qui nous permet de comparer, d'une part, nous-mêmes à travers les années, et d'autre part, qui permet à tous les pays de se comparer entre eux,
parce que l'incidence des cancers n'est pas la même et les types de cancers les plus fréquents ne sont pas les mêmes d'un pays sur l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que certes, il y a des facteurs génétiques qui peuvent expliquer des différences, mais la majorité des différences, en fait, sont liées à des comportements. Et finalement, la première chose qu'il faut retenir, c'est que 40% des cancers sont évitables. Voilà. Et aux États-Unis, on dit 50%. Et ils sont évitables avec des modifications de comportement qui ne sont pas monstrueuses. Et on peut rajouter à ces cancers qu'on évite la possibilité de dépister ce qu'on va avoir quand même à des situations suffisamment précoces pour que les chances de guérison soient extrêmement fortes. Un exemple très caricatural, c'est quand vous prenez les livres de cancérologie les plus hauts, les meilleurs, du milieu des années 70, les 3/4 des cancers du sein étaient diagnostiqués à des stades développés, avancés, et en pratique très rarement curables. On guérissait à ce moment-là moins de 40% des cancers du sein. Quand on regarde maintenant le paysage en France, quelles que soient les controverses qu'on puisse avoir, plus de 80% des cancers sont maintenant diagnostiqués à des stades précoces. Et aujourd'hui, le taux de guérison des cancers du sein est de 88%. C'est très difficile de savoir si cette modification de résultat, qui est très frappante, elle est liée seulement à l'amélioration des traitements. On a vu apparaître beaucoup de médicaments, on a vu changer les appareils de radiothérapie, les techniques de radiothérapie, les techniques de chirurgie, ou si c'est prioritairement lié à un diagnostic plus précoce. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas très envie de revenir en arrière. Et donc, tous ces éléments-là pour vous dire que le chemin de la lutte contre le cancer est en train de tranquillement d'avancer, probablement de gagner dans un très grand nombre de situations, mais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pris le train du progrès. Vous voyez, en général, on considère que tous les ans, on gagne entre 1,5 et 1% de guérison des cancers. Alors, sur un an, c'est moyen. Vous vous retournez sur 20 ans, vous vous dites, j'ai quand même gagné 20%. Et alors, je sais bien que je suis très vieux, mais l'an 2000, c'était hier, quoi. Hein. On a gagné 20% de chances de guérison depuis l'an 2000. Donc, il faut à la fois avoir ce message de vigilance et ce message d'espoir. Pour essayer de faire mieux, en France, on a inventé ce qu'on appelle la stratégie décennale de lutte contre le cancer. C'est en fait moi qui l'ai portée et elle a été annoncée par le président de la République en 2021, en pleine période Covid, il fallait qu'il y croie. Et on s'est attaqué dans cette stratégie décennale à des points particuliers qui résistent d'une certaine façon à tout ce qu'on sait faire aujourd'hui ou qui n'avance pas assez vite. La première chose, c'est que 40% des cancers sont évitables. C'est la deuxième fois que je le dis, vous allez l'entendre 50 fois. Mais pourquoi ? Parce qu'on le dit depuis 25 ans et que ça ne bouge pas. Si les gens
faisait plus attention, on ne serait plus à 40%. Vous voyez ? Et encore une fois, ce travail sur le besoin d'avoir une prévention primaire et secondaire, la prévention secondaire, c'est le dépistage, qui soit performant, sont vraiment des outils majeurs pour la population. D'abord parce que, évidemment, il n'y a jamais de foule qui vient manifester pour remercier contre le cancer qu'elle n'a pas eu. Donc c'est inapparent. Mais quand même, que de souffrance. Éviter. On ne sort jamais indemne d'un cancer. Même si on est guéri, même si on est guéri avec très peu de séquelles, ce qui peut arriver physique, j'y reviendrai. Il n'empêche qu'on a été confronté à sa propre finitude, au stress que ça représente. Et donc, on n'est plus jamais le même complètement, ou la même, bien sûr. Donc, encore une fois, je vais revenir sur les outils, évidemment, qui nous permettront de diminuer l'incidence, qui doivent vous permettre de diminuer l'incidence. Ces éléments-là sont très importants. Et bien sûr, dans la quasi-totalité des cancers, moins il y a de masse tumorale au moment du diagnostic, et mieux ça vaut. En tout cas, pour tous les cancers agressifs. Ce n'est pas vrai pour tous les cancers, mais c'est vrai pour tous les cancers agressifs. Et donc, tous ces éléments-là, ils méritent d'être pesés tranquillement. La deuxième chose à côté de cette prévention et de ce dépistage, c'est que 5 ans après la guérison d'un cancer, les 2/3 des malades ont des séquelles. Et que les 2/3 de ces séquelles sont invalidantes. 2/3 par 2/3, vous comptez très bien, mais moi aussi, ça fait 44%. Presque un malade sur 2. 44% des malades ont des séquelles invalidantes. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous imaginez ce que ça représente dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle. C'est évidemment un problème important. Seulement, jusqu'à il y a quelques années, c'était un problème qu'on ne pouvait que constater. Pourquoi ? Parce que quand on avait la chance d'avoir un traitement susceptible de guérir les malades, on sautait dessus en se disant de toute façon c'est ça ou rien. Les choses sont en train de changer. Elles ont changé même de façon assez forte ces 10 dernières années, avec l'apparition de traitements modernes, avec l'apparition d'outils qui permettent de suivre ce qu'on fait en termes de traitement et la diminution de la masse tumorale, et qui permettent éventuellement d'arrêter un traitement parce que le malade est déjà guéri plutôt que ce qu'on avait prévu, ou de changer de traitement parce que, en fait, on a des éléments biologiques qui montrent que ce qu'on était en train de faire ne marchait pas. Et puis, on commence à avoir des outils en compétition, est-ce qu'on va lui faire tel traitement ou tel traitement ? Les deux marchent aussi bien, et à ce moment-là, le choix, évidemment, doit être celui de la désescalade thérapeutique, le meilleur traitement qui, entre guillemets, fait payer le moins cher au malade son passage en termes de souffrance, en termes de séquelles. Je ne vous parle pas d'argent, hein, vous avez bien compris. Je vous parle de toutes ces agressions physiques, ces épaules qui ne marchent plus, cette diminution de la fonction cardiaque, cette stérilité, tous ces éléments qui sont aujourd'hui la rançon de la guérison, mais dont on fait tout pour que demain ce ne soit plus, en tout cas plus au même niveau, la rançon de la guérison. La troisième chose, je l'ai dit, c'est que on gagne 1,5 ou 1%, 1,5 chez les femmes, 1% chez les hommes, mais parce qu'on partait pas des mêmes chiffres, de guérison par an. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, les femmes et les hommes ont les mêmes chances de guérison. Mais au départ, ce n'était pas le cas.
On verra pourquoi. Mais il y a un petit nombre de cancers qui représentent quand même près d'un tiers des malades qui n'ont pas pris le train du progrès. Certains cancers, aujourd'hui, quand on annonce le diagnostic, on sait qu'en réalité, on ne guérira pas le malade. Et nous, notre objectif, c'est que ces cancers-là, je vais en citer quelques-uns, pas tous, hein, mais les cancers du pancréas, les tumeurs cérébrales, en tout cas certaines tumeurs cérébrales, et particulièrement celles du tronc cérébral des petits-enfants, les cancers du foie, les cancers de l'ésophage, les leucémies aiguës, secondaires en tout cas, sont des maladies aujourd'hui dont on guérit moins d'un tiers des malades et quelquefois infiniment moins qu'un tiers. Enfin, la dernière chose qu'on a voulu mettre en avant dans cette démarche, c'est il faut que les progrès bénéficient à tous et pas seulement à des happy few. Donc il faut qu'ils bénéficient aux riches comme aux pauvres, aux jeunes comme aux très jeunes, comme aux très vieux, et qu'ils bénéficient aux gens qui vivent en métropole et à ceux qui vivent outre-mer aussi. Pareil. Et cette stratégie qui a effectivement été conçue à l'Institut national du cancer, entre mes collaborateurs et moi, elle a fait l'objet d'une vaste concertation avec la Ligue contre le cancer, avec la Fondation ARC, avec les associations de malades, les associations de recherche, les organismes payeurs, et tout ça a fait qu'on a découpé toutes nos actions, parce qu'après il faut les suivre. C'est bien beau de faire du bruit avec sa bouche en disant on va faire ci, on va faire ça, mais ce qui est important, c'est aussi de suivre les actions et de voir comment elles avancent. Et donc on les a découpées en 237 actions, vous voyez, pour les 5 premières années, et dont près d'un tiers sont dédiés exclusivement à la prévention primaire et secondaire. Et tout ça, ça fait un budget d'1,740 milliard sur 5 ans qui nous est confié à la gestion. Donc vous voyez, il y a clairement un élan national pour essayer de faire moins mal. Et après, comment est-ce qu'on va faire ? Je vous dis, il faut absolument travailler sur la prévention. Et il faut y croire. Et pour ça, on s'est fait des objectifs invraisemblablement élevés, difficiles à tenir, qu'on ne tiendra pas si l'ensemble de nos partenaires ne nous y aident pas. Par exemple, je ne fais pas un catalogue, mais on voudrait qu'il y ait 60 000 nouveaux cas de cancer en moins à l'horizon 2040. On voudrait qu'il y ait une augmentation d'1 million de dépistages par an à périmètre constant, hein, bien entendu, parce que ce serait trop facile de rajouter un dépistage et dire j'ai 1 million de personnes en plus. Non, à périmètre constant, 1 million de dépistages en plus d'ici 2025. Et donc pour ça, il faut vraiment renforcer en France la culture de la prévention et accepter, si vous voulez, qu'il y a un continuum vis-à-vis de ça depuis la petite enfance. Et puis, il faut vraiment imaginer que le seul secteur sanitaire ne va pas y arriver. Il faut s'y mettre à plusieurs et il faut vraiment, sur le plan sociétal, et c'est très symbolique que soit le Conseil général qui nous invite aujourd'hui, il faut vraiment que tout soit fait, tout soit conçu pour protéger les individus. Qu'il s'agisse des facteurs de risque comportementaux, et alors, je commence comme ça, mais il y a un ennemi mortel absolu qui est le tabac. Le tabac, à lui tout seul, est responsable de 20% des nouveaux cancers. Et le budget que nous pouvons avoir pour lutter contre la publicité sur le tabac, pour lutter contre le tabac, représente moins de 1 million, de 1 millionième du budget qu'ont les fabricants de tabac pour faire leur publicité. Donc on ne peut
réellement compter que sur vous en tant qu'individu, prenez-vous en charge. Quoi qu'on vous dise sur le tabac, sur son innocuité potentielle dans telle ou telle forme, c'est faux. Les premiers cancers qui ont été décrits avec le tabac, c'est des cancers de la joue des marins qui le chiquaient. Autant vous dire qu'on ne chique pas du tabac allumé, donc c'était du tabac froid. Donc arrêtez d'entendre ou de croire qu'il y a des formes moins dangereuses de tabac. Il n'y en a pas. Alors, enfin, pas moins dangereuses, non dangereuses, il n'y en a pas. Effectivement, si vous le brûlez, vous y ajoutez des goudrons, vous y ajoutez des fumées. Et alors là, juste, vous sachiez, un tabac fumé, ça représente à peu près 17 000 facteurs cancérigènes d'un seul coup qui vous rentrent dans le corps. Alors même si votre corps il est éventuellement moins sensible à l'un ou l'autre, avec 17 000 agents cancérigènes en même temps, le résultat il est garanti. Alors c'est 17 cancers différents. Et une autre façon de vous marquer sur ce sujet, c'est que 90% des fumeurs vont mourir des causes du tabac. Ça ne sera pas forcément le cancer, ils peuvent avoir un accident vasculaire avant, mais 90% des fumeurs meurent du tabac. Bon. Par contre, il y a effectivement un certain nombre de gens qui en vivent et qui en vivent très bien. Et qui ont les moyens d'en faire une grande publicité. Il faut donc absolument savoir que c'est un facteur majeur. À lui tout seul, quand je vous dis 40% des cancers sont évitables, à lui tout seul, rendez-vous compte. Vous voyez ce que c'est. Après, le deuxième ennemi, c'est l'alcool. L'alcool, il est responsable de 8% des cancers. Alors, vis-à-vis de l'alcool, ça demande d'être un tout petit peu plus nuancé, mais un petit peu seulement, que vis-à-vis du tabac. L'alcool est cancérigène dès la première goutte. Pourquoi est-ce qu'il est cancérigène dès la première goutte ? Parce que quand il est absorbé, il se transforme en aldéhyde. Il se trouve que tous les jours, on fait tous une vingtaine de cancers que notre système immunitaire détruit ou que notre système de réparation de l'ADN détruit. L'aldéhyde bloque le système de réparation de l'ADN. Par ailleurs, l'alcool est un solvant et fait rentrer dans les cellules des hormones qui n'étaient pas censées y rentrer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, tant qu'on reste en dessous d'un certain seuil d'alcoolisation, le surrisque, il est très faible. On dit qu'il est sociétalement acceptable, et ce seuil qu'on a recalculé avec un travail qu'on a financé avec Santé publique France en 2017 avec les plus grands spécialistes mondiaux, il dit en dessous de 2 verres par jour et de 10 verres par semaine, le surrisque, il est inférieur à 1%. Il n'est pas nul, mais il est inférieur à 1%. Au-delà de ces doses, on est dans l'exponentiel. Le risque, il augmente de façon extrêmement importante. Bon. Alors, vous savez, moi je suis un médecin qui a soigné des malades pendant 40 ans de ma vie, dans une médecine un peu lourde, un peu dure. Je traitais des leucémies aiguës et je faisais des greffes de moelle osseuse. Mon record à la consultation, c'est d'avoir vu un malade qui buvait 8 litres de vin par jour. 8 litres de vin par jour, même de l'eau, il faut les boire. Ce qui veut dire qu'une partie de ces gens-là souffrent, ils sont en situation d'addiction, et ce n'est pas en leur faisant la morale, mais c'est en les soignant qu'on va les aider. Ils ont besoin d'aide.
Mais il n'empêche que l'alcool est responsable de 8% des cancers. Et pour vous donner une idée, il est responsable d'un cancer du sein sur 6 à lui tout seul. 16% des cancers du sein, c'est-à-dire à peu près, hein, il y a à peu près 50 000 cancers du sein par an, vous voyez ? Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Donc, derrière, il y a ce que j'appelle le paquet alimentaire et activité. Le surpoids est responsable de 5,4% des cancers et l'alimentation déséquilibrée, trop riche en viande, trop riche en charcuterie, trop riche en aliments transformés et trop pauvre en fruits, en légumes, c'est 5,4% des cancers. L'absence d'activité physique rajoute 1%. Donc ça fait un paquet qui, 5 plus 4, 5,4, plus 5,4, plus 1%, ça fait 11% des cancers, ça fait un cancer sur 9 qu'on pourrait éviter, non pas en ne mangeant pas de viande, non pas en ne mangeant pas de produits transformés, mais en faisant attention à la quantité qu'on en absorbe. C'est toute la discussion qu'il y a pu y avoir autour de la viande rouge. Je sais bien que je suis en Mayenne. Et vous savez peut-être que je travaillais à Angers avant d'être à l'Institut national du cancer. Mais la charcuterie, par exemple, clairement, est réellement cancérigène. On sait pourquoi. D'une part parce qu'elle est transformée, d'autre part parce qu'elle contient des nitrites. Mais ne croyez surtout pas, contrairement à ce qu'on a pu vous dire ici ou là, même des gens très bien, que la disparition des nitrites dans la charcuterie va régler le problème. Je ne voudrais surtout pas qu'on imagine que parce qu'on prend de la charcuterie sans nitrite, on va pouvoir en manger autant qu'on veut. Ça reste de la viande et des produits, et des produits transformés. Et d'autre part, c'est compliqué la biochimie, mais les nitrates, alors les nitrates, il y en a partout, il y en a dans de l'eau, il y en a dans les légumes, il y en a. Les nitrates se transforment en nitrites par un cycle qui se passe entre l'intestin et la salive. Donc même quand vous prenez des nitrates, ça devient des nitrites. C'est pour ça que davantage que l'interdiction formelle de charcuterie sans nitrite, je plaide pour la réduction de la consommation, tout simplement. Consommation raisonnable, raisonnée. Il ne s'agit pas de dire non, il s'agit de dire prenez-vous en charge. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà aux États-Unis, vous n'avez jamais vu ces Américains qui promènent leur ventre dans une brouette? C'est incroyable. La première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait un choc. Hein. Bon, mais attention, 50% des Français sont en surpoids ou obèses. Et c'est un chiffre qui est à peu près stable. Mais par contre, ce qui est très inquiétant, c'est que chez les enfants, chez les adolescents, le nombre augmente de façon très significative. Il a presque doublé chez les enfants, le nombre d'enfants en surpoids, en 10 ans. Bon. Qui sème le vent récolte la tempête, hein, c'est sûr. C'est sûr. Après, il y a certaines infections qui sont responsables de cancer. Il y en a une qui est très très médiatisée en ce moment parce qu'on s'agite beaucoup, c'est le vaccin des papillomavirus, celui qui est responsable, entre autres, des cancers du col de l'utérus. Mais pas que. Il est responsable de cancer de la langue, de cancer de l'anus, de cancer du pénis. Tout ça, ça fait 6400 nouveaux cancers par an, et c'est plus que le double que les cancers du col de l'utérus. Vous voyez ? Donc c'est vraiment pas, c'est pas rien. Mais il y a aussi les cancers liés au virus d'Epstein-Barr, à l'hépatite B, à l'hépatite C, et à d'autres agents infectieux, des bactéries particulièrement,
qui ont des noms à coucher dehors avec un billet de logement, hein, Helicobacter pylori, mais qui sont responsables de cancer de l'estomac, de certains lymphomes, cancer des ganglions, notamment de la thyroïde. Et, bon, la chance qu'on a avec l'HPV, c'est qu'on a un vaccin qui est extrêmement efficace et que l'association du vaccin et du dépistage est en train de faire disparaître les cancers du col en Australie, en Suède, au Danemark, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. En France, on a un taux de vaccination qui est en train de changer. Quand je suis arrivé à l'INCa en tant que président en 2016, il était de 16% des jeunes filles qui étaient vaccinées et de 0% des jeunes garçons. Là, on est à peu près, plus ou moins, 43-44% des jeunes filles qui ont une vaccination complète et 8% des garçons. Mais les garçons, on a commencé l'année dernière, donc c'est normal que ça monte lentement. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette décision que nous avions évidemment beaucoup argumenté avec la Ligue et quelques alliés forts. On a convaincu le président de la République de faire cette vaccination comme les pays qui sont en train d'éradiquer ces cancers, à l'école, suffisamment tôt, parce que le vaccin, c'est un vaccin qui est ultra fréquent et incroyablement contagieux. Il se transmet par le simple contact et plus de 90% de la population a été dans sa vie porteuse du papillomavirus. Donc voilà. Et il y a 200 papillomavirus différents, 40 qui atteignent la sphère sexuelle et 12 ou 14, ça dépend à quel niveau on met la barre, mais qui sont cancérigènes. Et les vaccins dont on dispose maintenant contrôlent à peu près 87-88% des cancers, quoi. Donc l'association vaccin-dépistage est capable de régler le problème. Et en tout cas, est en train de le faire. Hein. Ça a été montré et publié dans des très grandes revues, dans beaucoup de pays. Alors, bon, le manque d'activité physique, je l'ai dit, les rayonnements UV. Hein. Le cancer dont le doublement est le plus impressionnant, c'est le mélanome de la peau. Et le mélanome de la peau, il a eu un seul facteur de risque, hein, c'est l'exposition aux ultraviolets dans l'enfance, les coups de soleil dans l'enfance, l'exposition avant 17 heures. Et ça vient avec toute une série de croyances. Hein. Première croyance, si je me mets de la crème anti-UV, c'est bon. Oui, c'est bon pendant 1 heure, à condition qu'elle soit au moins d'indice 50, et à condition qu'on ne soit pas avec un phénotype de peau à sur-risque. En pratique, c'est le cancer qui a le plus augmenté en valeur absolue entre 1990 et 2020. On commence à faire attention, les Français commencent à faire attention, mais la cancérisation, hein, c'est un truc qui se passe en 30 ans. Donc là, pendant 20 ans, 25 ans, on va continuer à payer la note de ces petits-enfants ou de ces jeunes gens qui se sont exposés au soleil pour avoir l'air bronzé parce que c'est un signe de bonne santé. Alors il faut savoir que le bronzage est un signe de souffrance cutanée et même de grande souffrance cutanée. Donc voilà, il faut le savoir. Les radiations ionisantes, hein, sont susceptibles de donner des cancers. Alors, c'est particulier parce que, comme vous savez, le principal vecteur de radiation ionisante, c'est le Soleil et la Terre, en particulier la Terre granitique. Et ça, on ne sait pas très bien ne pas s'y exposer. Et finalement, vivre, c'est dangereux, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de limiter les risques. Alors là-dedans, je ne vous ai pas parlé encore des traitements hormonaux. Ça a été vrai, c'est vrai que certains traitements hormonaux ont été des facteurs de risque de cancer.
que beaucoup a été fait pour réduire cette exposition, et on peut espérer que ce facteur-là va progressivement diminuer. Comme le fait de ne pas avoir allaité augmente un tout petit peu le risque de cancer pour les femmes. Mais tous ces éléments-là hormonaux, c'est un peu compliqué parce qu'ils augmentent le risque de cancer du sein, ils diminuent le risque de cancer de l'ovaire. C'est pas si simple. Encore une fois, vivre, c'est dangereux. Et alors, de quoi je vous ai pas parlé? Je vous ai pas parlé de la pollution. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres du Centre international de recherche sur le cancer et de la recherche internationale, ils sont bas. Parce qu'on est, si j'ose dire, pollué par ces contaminants et ces cancérigènes majeurs que je vous ai décrits, et qui sont tellement puissants que d'autres cancers avérés, comme le benzène, comme les particules diesel, qui sont une catastrophe, surtout les très petites, quantitativement, elles ne sont pas encore très apparentes, elles donnent des chiffres inférieurs à 1%. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a une forêt de facteurs de risque massifs qui les masquent. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que la prévention n'est pas plus développée? Et la réponse, c'est parce que ces effets se dévoilent sur le temps long. C'est parce que les comportements à risque sont complexes et difficiles à modifier. C'est parce qu'il y a des freins organisationnels, des cultures aussi de travail en silo. Là, on a bien vu quand on a voulu faire dans les écoles ces vaccinations pour HPV, on n'a rencontré que des gens formidables, prêts à nous aider, mais qui ne savaient pas comment faire. Et donc, il y a un travail d'apprendre à travailler ensemble entre les professionnels de l'éducation, les professionnels de la santé, les professionnels de la communication, qui est en train de se faire, mais qui fait qu'il ne faut pas s'attendre à ce que dès la première année, on soit à des chiffres formidables. Mais on aura, comme on dit, mis le pied dans la porte et avancé dans ce champ qui est essentiel. Et puis on a en France une culture curative très très ancrée, trop ancrée. On pense que ce qu'il faut, c'est soigner. Oui, mais encore une fois, d'abord, si on pouvait ne pas avoir de cancer, on aurait beaucoup moins de séquelles, on serait beaucoup mieux. Et deuxièmement, le coût toxique de ces traitements est considérable et le coût financier est très toxique aussi. Parce que le prix des nouveaux traitements qui ont demandé énormément de recherche, qu'on développe de manière un peu individuelle, malade par malade, qu'on essaye il explose. On est passé de comprimés d'endoxan à 1 euro à des traitements à 300 000 euros la dose. Donc évidemment, aucun pays n'a les moyens de faire ça, sauf à prendre 100% de vos salaires en taxes. Aucun pays n'a les moyens de faire ça. Et vis-à-vis de ça, en France, on est très, très... Enfin, je veux dire, on est le pays au monde où le reste à charge d'un traitement est le plus bas. Vous savez peut-être qu'en Suisse, en Thaïlande, on prend 10%... Enfin, je veux dire, le malade est de sa poche de 10% sur le traitement. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Soit vous êtes très riche et vous êtes très très bien assuré, soit vous n'êtes pas très riche et vous n'êtes pas soigné. C'est ce qu'on appelle l'American Way of Life. Voilà. Donc, je voudrais vous dire que ce travail sur la lutte contre l'incidence des cancers, ça passe par des coopérations avec la ville, avec les régions, avec les départements. Ça passe par des clubs. On a le club des entreprises, on a des clubs aussi des employeurs, parce que l'apparition d'un cancer dans une entreprise, ça pose toute une série de questions, et bien sûr aux malades, à l'employeur et aux employés qui sont autour. Est-ce que c'est contagieux ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'on va le remplacer ?
comment je vais faire si je le remplace, mais en fait, quand il va revenir, est-ce qu'il sera en état de refaire son travail? Et si son travail me plaisait mieux que celui que je faisais, est-ce que je ne peux pas switcher avec lui en oubliant combien ce monsieur ou cette femme qui a eu un traitement et qui a été tellement agressé dans son corps, dans son stress, si en plus il est déclassé à son retour à son travail, mais c'est dramatique. Puis vous savez, voilà, c'est très difficile. Hein, le nombre de couples qui se défont au bout de quelques mois de traitement du cancer, c'est très significatif. Hein. Et là, je vous parle de choses que j'ai vécues pendant 30 ou 40 ans. Hein. C'est vraiment le meilleur cancer est celui qu'on n'a pas. Je commence par je finis par ce par quoi j'ai commencé. Et je vous remercie de votre temps. C'est passionnant de bout en bout et je suis sûr que ça fera réagir la salle. En tout cas, c'est déjà le cas puisqu'on a eu quelques questions qui sont arrivées par le QR code. Là, 2 personnes vont venir vous apporter des micros si vous avez des questions à poser de vive voix. Est-ce que vous me permettez une première question avant que je ne pose les vôtres? En l'occurrence, vous avez cité un chiffre au début de votre conférence en disant que 40% des cancers étaient évitables. Et puis vous avez comme ça glissé 50% aux USA. C'est pourquoi 50% aux USA? Eh ben, par exemple, le surpoids est un problème absolument dramatique aux USA. Par exemple, le côté aussi bronzage en signe de bonne santé, surfeur, etc. Souvenez-vous, hein, ça nous est venu de Californie. Hein. Les États-Unis sont un peu excessifs, c'est ça que vous voulez dire? Ils ont en tout cas, eux parlent d'un chiffre qui est à 50%. C'est pas nous qui disons que leur chiffre de cancer évitable est à 50%, c'est eux. D'accord. Et en prévention, ils sont comment par rapport à nous? Ben, ils sont excellents sur le tabac, bien meilleurs que nous sur le tabac. Ils sont meilleurs que nous sur les vaccinations HPV, par exemple. Sur l'alcool, on est les pires des pays occidentaux. Mais c'est aussi qu'on produit aussi. Oui, mais aussi. Hein. Oui, c'est vrai. On est les pires des pays occidentaux. Hein. Il y a eu une très forte diminution de l'alcool en France, qui a pratiquement diminué de moitié depuis les années 60. Mais on est à peine en train de rejoindre les autres pays de l'OCDE. Hein. Il n'y a que 2 ou 3 pays d'Europe de l'Est qui consomment plus d'alcool par tête de pipe que le français. Hein. Alors, contrairement à ce que vous imaginiez, il y a pas mal de questions qui arrivent visiblement dans la salle. Alors, une première, qu'est-ce qu'un cancer agressif? C'est Thomas qui pose la question. Le cancer agressif, c'est le cancer dont le temps de doublement des cellules est très important, très rapide, je veux dire, qui va vite infiltrer des organes vitaux et rendre la vie impossible, au sens où il va vous tuer. La caricature, c'est un lymphome particulier qui est une forme de leucémie, qui est le lymphome de Burkitt. C'est très facile. Le matin, vous avez 2 cellules qui ont été transformées dans votre corps. Le midi, c'est une orange. Le soir, c'est un ballon de rugby et vous êtes en danger de mort. Voilà. C'est ce qu'on appelle un cancer agressif. Très agressif. Foudroyant, quoi. Oui. Voilà. Alors, ils ne sont pas tous aussi caricaturaux, mais il y en a dont le temps de doublement est de 5 ans, et il y en a dont le temps de doublement cellulaire est de 5 ans, et il y en a dont le temps de doublement cellulaire est de quelques jours, quelques semaines.
Alors, ceux qui ont un cancer, ceux qui sont comme ça à temps de doublement très très court, ça ne sert à rien de les dépister, hein, parce qu'il faudrait les dépister tous les jours. Mais par contre, il y en a beaucoup qui méritent clairement d'être dépistés. Est-ce que les micros sont prêts pour la salle ou pas? Vous devez les prendre ici. Ah, d'accord. Alors, servez-vous. Donc, il s'agit de Tiffaine, je pense. Elia, c'est ça, qui vont vous passer les micros si vous voulez poser des questions à la salle. Alors, autre question donc, de la salle. Quand vous dites cancer du tabac, vous pensez aussi stupéfiant et dans les chiffres que vous avez cités, est-ce que ces deux catégories sont différenciées? Alors, c'est une question qui est très compliquée. Premièrement parce que si vous pensez au cannabis, je ne connais personne qui fume du cannabis pur. En général, ils le fument dans du tabac. Deuxièmement, on a des raisons de penser, mais les éléments de preuve ne sont pas réunis aujourd'hui pour penser que le cannabis est au moins aussi cancérigène que le tabac. Fumé. Pour le reste, nous avons financé toute une série d'études. On attend les résultats de ces études. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de mélanger du cannabis à son tabac ne réduit pas le risque cancérigène. Ça, c'est sûr. Par ailleurs, mais on n'est plus en domaine de la cancérologie, il y a toute une... Il y a clairement des pathologies qui sont dévoilées, notamment en psychiatrie, dès la première bouffée de cannabis. Donc oui, est-ce que le cannabis est dénué de danger? Certainement pas. C'est un produit dangereux. Est-ce que les dérivés du cannabis thérapeutique ont un intérêt? La réponse est c'est en cours d'évaluation. Et après, la question c'est est-ce qu'on veut faire de la science et travailler sur des données établies, ou est-ce qu'on veut plier à sa volonté ou à son désir des faits qui ne sont pas encore établis? Donc je vous réponds, il y a des choses on ne sait pas. On s'est donné les moyens de savoir, mais on saura dans quelques temps. Alors par contre, vraiment, hein, le cannabis fumé pur, je demande à voir. Levez la main si vous souhaitez poser des questions dans la salle. Vous avez donc Léa et Tiffaine qui sont là pour vous. Que pensez-vous? Vous avez parlé effectivement d'alimentation il y a un instant. Que pensez-vous des produits bio pour prévenir les cancers? Alors, il y a beaucoup de questions en fait dans la même. Il y a d'abord tous les gens qui vous présentent des compléments alimentaires pour... Bon, alors ça, c'est bullshit. Clairement. Voilà, il n'y a aucun doute. Hein, Ils vont être contents. Deuxièmement, il y a des aliments bio. Alors, il y a des éléments, il y a des études qui laissent à penser qu'il y a un bénéfice pour ces aliments bio. Mais le bénéfice est infiniment moindre que le fait de manger suffisamment de légumes et de fruits tous les jours. Je vous dis ça, je sais que ça a un coût, hein, ne croyez pas que j'en sois inconscient. Mais c'est plus important de manger suffisamment de légumes et de fruits tous les jours que de se dire ils doivent absolument être bio. Maintenant, on a des raisons collectives de penser que s'extraire des pesticides ne peut pas nuire. Mais la preuve, elle n'est pas établie aussi clairement que ça encore. Les études sont lancées. N'oubliez pas une chose, la cancérogénèse se fait en 30 ans. Dans la quasi-totalité des choses, des mouvements qui sont apparus il y a 10 ans, en dehors des yeux de la foi, on ne peut pas avoir des preuves solides. Puisque vous avez parlé des pesticides, il y avait une question justement. Quel impact des pesticides sur les risques de cancer? Ils sont établis. Les pesticides et lymphomes, qui sont des cancers des ganglions, c'est établi.
Pesticides et cancer de la prostate, c'est établi. Tous les pesticides, hein, pas seulement la chlordécone, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu tellement de discussions autour de ça. Les pesticides et cancer de la prostate, c'est établi. Il y a des travaux indiscutables. Et pesticides et lymphomes, c'est établi. Donc voilà, c'est établi et reconnu pour être dédommagé. Donc il y a le micro qui est par là, je pense, hein, c'est ça? Levez la main qu'on puisse vous apercevoir. Merci. Allez-y, madame. Oui, j'ai une question par rapport au tabac. Je voulais savoir ce que vous pensiez des cigarettes électroniques, donc des vapoteuses. Alors, je vais vous répondre. C'est une question très difficile. Pour la même raison que celle que je disais, c'est apparu en gros il y a une dizaine d'années et la cancérogénèse se fait en 30 ans. Après, je vais un tout petit peu plus loin. Il y a eu, il y a 5-6 ans aux États-Unis, des centaines de morts liées à la vapoteuse. À coup sûr, ils ont fait des pneumopathies huileuses et ces vapoteuses, elles avaient des produits qui étaient clairement, qui étaient achetés sur le net, hein, mais qui étaient clairement problématiques. La fabrication de la vapoteuse, vous imaginez, était probablement pas excellente parce que dans ces pneumopathies, non seulement il y avait de l'huile, mais il y avait des produits du plastique qui s'étaient mis dedans. Alors maintenant, une fois que je vous ai dit ça, pour arrêter le tabac, c'est un outil qui marche pas mal. Donc, passer du tabac à la vapoteuse, tout en faisant l'effort de chercher à réduire, ça a du sens. Le piège de la vapoteuse, c'est que les fabricants de vapoteuses, ils mettent de la nicotine. Et la nicotine, c'est addictif. Donc ils font tout pour que vous, certes, vous arrêtiez les goudrons, mais que vous restiez prisonnier de ce qu'ils vous vendent. Vous voyez? Alors ensuite, est-ce que ces cancérigènes, on a lancé des études, là aussi, c'est moi qui les ai lancées, elles sont financées, mais je les ai financées en arrivant en 2016. Et comme je vous disais, on n'aura pas tout de suite ces réponses. Il n'y a que les menteurs qui savent vis-à-vis de ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que 10% des fumeurs rentrent dans le tabagisme par la vapoteuse. Des enfants, oui, des adolescents. Et c'est pour ça qu'on s'est battu, et on vient de l'obtenir, pour que tous ces produits, ces goûts extrêmement agréables, ces produits jetables, qui sont par ailleurs un scandale écologique, hein. Vous jetez n'importe où, dans n'importe quelle poubelle, des batteries, tout ça va être interdit. Bien, on va continuer les questions, parce qu'il y en a quelques-unes, visiblement. Monsieur. Allez-y. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton. Bonsoir. Ouais. Vous le laissez allumer, comme ça, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Merci d'abord pour votre intervention qui est très, très claire. Je me permets de poser une question en tant que médecin du sport du centre hospitalier de Laval. Je suis très attaché à l'activité physique et notamment à la lutte aussi contre l'inactivité physique. Parce qu'aujourd'hui, entre la sédentarité et l'inactivité physique, on sait que c'est un surrisque de mortalité d'environ 30% pour ces gens-là et que ça représente quand même une tranche à peu près de 30 à 40% des adultes. Et à l'inverse, on sait que l'activité physique est un facteur protecteur tant sur le cancer du côlon, le cancer de la prostate. Il y a même un effet intéressant chez la femme, dose dépendance, c'est-à-dire plus les femmes font de l'activité physique, moins elles ont le risque de cancer du sein. Sur ce, quelle est la place dans le plan de prévention que vous présentiez de l'activité physique? Alors, l'activité physique, c'est responsable, reconnu par le Centre international de recherche sur le cancer, hein, qui est l'instance recherche sur le cancer de l'OMS, et dont d'ailleurs je suis le président. C'est reconnu pour 1,4% à peu près des cancers. Par contre, un malade qui a une activité physique pendant son traitement, il a 20% de chances de guérison en plus que les autres.
Ça s'est montré pour le cancer du sein, le cancer du côlon. 20%, c'est énorme. Quand on vous dit qu'on a fait telle ou telle découverte et qu'il vous gagne 3% et que de traitement et tout le monde est ravi, on a un médicament qui marche mieux qu'avant, on gagne 3%, 4%. L'activité physique, mesurée, hein, évidemment, mais pendant le traitement et après le traitement, c'est 20% de guérison en plus, c'est colossal. Donc vous avez complètement raison. Alors nous, on a mis dans le panier de soins de support, parce que nous, on intervient dans la prévention, mais évidemment dans le diagnostic et dans l'après-cancer, et on a fait en sorte que cette activité physique adaptée, bien entendu, soit prise en charge par la sécurité sociale vis-à-vis de ça. Après, bon, c'est évident que vous avez complètement raison, hein, une activité physique raisonnable, régulière. D'abord, ça va réduire l'obésité, ça va changer le lien à l'hyperappétence, le syndrome Big Mac, hein, et c'est un élément extrêmement important. L'activité physique, c'est important au diagnostic, au traitement et à l'après. Et à prévention, diagnostic, traitement, après traitement. On va accélérer un tout petit peu parce qu'il faut qu'on continue cette soirée. Pour les questions qui n'ont pas été traitées, on les fera tout à l'heure à la fin de la table ronde. Il y en a quand même une que je vais garder pour terminer cette première partie. Vous n'avez pas parlé de facteurs de risque en matière de stress. Est-ce que c'en est un ou pas pour certains cancers? Mais non, ce n'est pas établi. D'accord. Ça peut vous tuer par les coronaires. Ça peut vous tuer par les surrénales, ça peut vous tuer par les vaisseaux. C'est pas établi. Il y a une vieille histoire qui a donné lieu à des centaines de recherches. Et que quand les gens vous disent « j'ai eu un cancer » et juste avant ou quelques semaines avant, j'ai eu une grande peine ou un grand stress ou... ouais, ok, tout le monde le dit, mais toutes les études qui ont été faites dans le monde entier disent oui, sûrement, mais c'est pas vrai, ça sort pas. Ben voilà qui est clair en tout cas. Merci beaucoup, on va vous applaudir de nouveau. Vous restez avec nous pour la table ronde et je vais inviter les autres participants. Je vais légèrement reculer voilà, les sièges pour qu'on se voit tous. J'invite donc le docteur Anne-Sophie Leduc-Barasiuk, le docteur Bernadette Perrault, Nicolas Brichet et Océane Berthet à venir s'installer où ils le souhaitent sur les chauffeuses qui ont été installées ici. Nous allons parler maintenant plus précisément de prévention, de dépistage et puis surtout de ce qui se passe en Mayenne à travers des initiatives qui sont prises par les uns ou les autres. Alors je vous les présente. Au bout là-bas, nous avons Nicolas Brichet qui est du département de santé, puis coordonnateur, je vais y arriver, cadre de santé au département de santé publique du centre hospitalier de Laval. Il représente ici le XAPA 53, à bien retenir, le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait là ? Eh bien, il va nous l'expliquer tout à l'heure, évidemment. À ses côtés, nous avons Océane Berthet, qui est diététicienne et qui est la déléguée départementale donc de l'association régionale du pain sur la planche. Il y en a du pain sur la planche dans tous ces domaines, c'est clair. Vous nous expliquerez en quoi les actions que vous menez sont utiles également pour la prévention du cancer. Vous connaissez le docteur Bernadette Perrault, j'imagine, puisque Madame Perrault était gynécologue, mais elle est surtout présidente de la Ligue contre le cancer de la Mayenne, et elle œuvre sérieusement. On va voir, il y a de nombreuses actions qui sont mises en place. Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce que les Mayennais vous écoutent, vous suivent? Ça, c'est autre chose. On le saura dans un instant. Le suspense, c'est insupportable. Et le docteur Anne-Sophie Leduc-Barasiuk est médecin coordonnateur régional du Centre départemental de coordination des dépistages du cancer. Vous avez le micro, ça tombe bien, parce que c'est à vous que je voulais donner la parole pour commencer. D'abord, nous expliquer ce que c'est que ce CRCDC.
Alors, donc le micro fonctionne bien. Je remercie déjà de pouvoir représenter ce CRCDC au centre régional. Donc, comme nous sommes en Mayenne, la majorité d'entre vous se souvient plutôt de Camélia. Donc, Camélia n'a pas disparu, mais a été intégrée dans un centre régional. Et l'équipe qui est à Laval n'a pas bougé. Hein. Donc, il y a toujours une antenne à Laval et nous faisons exactement la même chose. Alors, nous gérons 3 dépistages organisés, le dépistage cancer du sein, cancer colorectal et du col de l'utérus. Et dans nos activités, on a une très grande part de la promotion de la santé. Et là, nous la partageons avec énormément d'acteurs différents, notamment la Ligue, mais ensuite, ça peut être la CPM, la délégation territoriale de l'ARS, enfin, énormément d'associations. Donc nous agissons tous pour inciter les personnes à faire les tests de dépistage. Et ça, c'est un très grand partenariat et qu'on doit renforcer. Et nous essayons justement d'être le plus actif possible. L'autre activité que nous avons, c'est une fois que le test est réalisé, nous faisons tout pour que la personne qui a eu un test positif fasse des examens diagnostiques. Parce que certaines personnes s'arrête là et c'est dommage d'avoir fait un test, il est positif, il faut pousser plus loin pour savoir pourquoi il était positif et aller jusqu'au traitement. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a de nombreux médecins et notamment Marie-Caroline D'Alessandro qui gère dans le département de la Mayenne les 3 dépistages. Et puis une troisième activité, c'est l'évaluation. Parce que justement, nous travaillons en étroite collaboration avec l'INCa, et donc il va falloir évaluer toute l'activité de ces dépistages. Et là, c'est Santé publique France qui en remonte toutes les données, et c'est comme ça qu'on peut dire que tant de personnes ont fait le dépistage, que nous sommes une région en tête de liste des taux de participation. Donc on est au-dessus de la moyenne nationale. C'est l'Ouest en général, je crois que la Bretagne est pas mal aussi, c'est ça ? Oui, aussi, mais on a quand même nous sommes les moins mauvais de France, on va dire, parce que les taux de participation dont le professeur Norbert Ifra a parlé de la stratégie décennale, eh bien, nous sommes encore assez loin de les avoir atteints, et donc il faut encore beaucoup d'énergie, bien expliquer aux personnes, bien les informer de tout l'intérêt de ces tests de dépistage. Nous avons beaucoup de chance en France. Alors justement, on va en parler un peu, on va peut-être détailler les différentes actions que vous menez sur le cancer du sein d'abord. Alors le dépistage existe depuis très longtemps, on est d'accord ? Oui, surtout en Mayenne, puisqu'il a débuté nettement avant qu'il soit nationalisé, dès 1997, je crois. Et même pour le cancer colorectal, il a été expérimenté en Mayenne, donc vous êtes très en avance par rapport à d'autres départements. Alors concrètement, comment il s'organise ? Qui est ciblé ? Alors il concerne toutes les femmes entre 50 et 74 ans. Donc spontanément, sans rien faire, vous recevez un courrier qui va faire une prise en charge de la mammographie de dépistage. Donc on vous demande de prendre un rendez-vous auprès de centres de radiologie qui sont agréés. Donc leur matériel, les radiologues sont experts de la mammographie et vous passez votre mammographie. L'objectif, c'est de dépister des petits cancers du sein, et plus vous ferez régulièrement ces mammographies de dépistage, plus vous donnez des chances de dépister des toutes petites tumeurs, donc des traitements moins lourds. Et je crois savoir que vous faites 2 lectures des tests. Exactement, vous avez raison. Donc la majorité des cancers sont déjà dépistés lors de cette première lecture, mais l'avantage de cette organisation, c'est de faire relire une deuxième fois par un autre radiologue, ce qui permet pas de récupérer, mais d'affiner, d'augmenter la qualité des mammographies qui étaient dites normales sans pathologie. Et là, pour quelques cancers, on en récupère aussi. Alors vous ne vous contentez pas d'envoyer des courriers, vous relancez, paraît-il ? Oui, alors, les courriers, pour l'instant, c'est le centre de dépistage qui les envoie. Au mois de janvier, ça changera un petit peu. Oui, on relance, et puis c'est surtout, une fois qu'il y a une pathologie détectée, on relance aussi les femmes pour qu'elles aillent faire leur biopsie ou des contrôles, tout ça. C'est ça qui est très important, c'est qu'on est très attaché à ce que la femme
soient prises en charge jusqu'au bout. Donc évidemment, ça se passe toujours très bien, en très grande majorité, mais il y a une petite proportion qui décroche. Et notre fonction, c'est justement que toutes les femmes puissent aller jusqu'au bout de leur traitement le moins lourd possible, parce qu'elles ont été dépistées tôt. Alors des chiffres. L'objectif, vous parliez tout à l'heure de cette histoire décennale, je ne sais plus comment vous le... Stratégie décennale, la stratégie de lutte des décennale, cancers. merci. Voilà. L'objectif, c'est combien? Alors, en 2030, pour le dépistage du cancer du sein, il faudrait qu'on dépasse 70%. Et on est à combien aujourd'hui? Alors, à l'échelle nationale, c'est moins d'une femme sur deux. Et donc, en Pays de la Loire, on doit être autour de 52%, non, 55%, merci, et 51% pour la Mayenne. Donc, tous les départements des Pays de la Loire sont au-dessus de la moyenne nationale, mais vous voyez... il y a 10 ans, c'était plutôt autour de 62-63%. Aïe. Oui, et il y a une baisse. Donc il faut, justement, il faut vraiment qu'on explique d'autant plus, parce qu'il y a peut-être des freins qu'on ne comprend pas, ou des difficultés d'accès aussi au niveau de la mammographie. Et ça, c'est à tout le monde, au pouvoir public, et à nous aussi, d'essayer d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent prendre le rendez-vous à temps. Alors donc, cancer du sein pour le dépistage. Cancer colorectal, ça c'est une action nationale qui est menée depuis quelques années maintenant. Oui, il a été nationalisé autour de 2009. Et là, en France, nous ne sommes pas très bons, puisqu'il n'y a qu'un tiers des personnes qui sont dépistées à l'échelle nationale. Donc femmes et hommes, là. Oui, exactement. Donc c'est la même tranche d'âge, 50-74 ans, toujours tous les 2 ans. Et là, c'est très important de comprendre que le test de dépistage, il faut le faire régulièrement tous les 2 ans. Et là, l'intérêt de ce dépistage, puisque... C'est un auto-dépistage en quelque sorte. C'est soi-même qui fait le test. Oui. Alors, il est très facile à faire, puisque c'est à faire à la maison. Mais il est important d'aller voir donc, soit un médecin, soit un pharmacien, parce que depuis l'année dernière, il est accessible aussi en pharmacie, soit le commander directement sur un site internet, mais il faut toujours répondre à des questions, parce que tous les 2 ans, il peut y avoir des événements dans sa famille ou personnel qui vont plutôt recommander plutôt de faire une coloscopie plutôt qu'un test de recherche de sang dans les selles. Donc c'est très important tous les 2 ans de reposer ces questions, mais si on est complètement asymptomatique, sans antécédent particulier, il y a quand même cette chance formidable en France, et je parle d'un paradoxe français, parce qu'il y a 17 000 morts par cancer colorectal en France chaque année, et pourtant il y a un simple test hyper performant à faire chez soi. Pourquoi vous dites qu'il est hyper performant? Alors, parce que lorsqu'on a un test positif, ça veut dire qu'il y a des traces de sang dans les selles, ce qui n'est pas normal. Dans ce cas-là, il faut faire un autre examen qui s'appelle la coloscopie. Et lorsqu'on fait cette coloscopie, dans 2 tiers des cas, on va trouver des polypes qui sont encore bénins. C'est ça qu'on recherche. Et c'est rare de trouver un cancer, dans la région autour de 5%. Donc c'est vraiment un dépistage idéal, parce que ce qu'on recherche, en fait, c'est un polype encore bénin, puisqu'on sait qu'entre la naissance d'un polype et un cancer, il se passe 10 ans. Donc on a largement le temps de faire ces tests tous les 2 ans et de dépister une lésion bénigne. Et ça, il faut vraiment que les personnes le comprennent. Lorsqu'elles reçoivent un résultat test positif, cela ne veut pas dire qu'elles ont un cancer, c'est juste qu'il y a une trace de sang et qu'il faut poursuivre les examens, les explorations pour savoir pourquoi. Et donc, dans 2 tiers des cas, on trouve une lésion bénigne. Alors, les Mayennais sont nettement plus performants que la moyenne des Français, mais nettement moins que l'objectif à atteindre. Oui, l'objectif, c'est de dépasser 65%, et on est autour de 40%, et dans la région à 42%. Ouais. Bon, et le 3e dépistage, c'est le col de l'utérus. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure par le professeur. Oui, donc ça, c'est le petit dernier, et qui est arrivé en 2020 dans la région, en Mayenne, même s'il a été expérimenté depuis 2010 en Maine-et-Loire. Et donc... là, il y a un peu plus de taux de participation. C'est à peu près 2 tiers des femmes qui font correctement leur prélèvement cervico-utérin. Et nous sommes extrêmement impliqués dans la vaccination contre le papillomavirus, parce que c'est complémentaire. Et on n'arrivera pas à
éradiquer cette circulation de ce papillomavirus, si on ne protège pas nos adolescents entre 11 et 19 ans. Et en complément, évidemment, il faut poursuivre ce dépistage entre 25 et 65 ans très régulièrement. Pour les femmes. Oui. Alors que pour ce qui est du vaccin, c'est les garçons et les filles. Exactement. Depuis 2021, le remboursement a été étendu aux garçons. Et dans la région, on n'a pas non plus à rougir, hein, parce qu'on a des taux qui sont plutôt bons, mais il faut poursuivre, hein, parce que là aussi, l'objectif, c'est 80%, et on est à peu près à une fille sur deux, là, pour l'instant, qui est bien vaccinée. Donc là, il faut vraiment... et on peut remercier le gouvernement et l'État là, d'avoir proposé pour les collégiens de 5e un complément de la vaccination en ville, c'est-à-dire de proposer au sein même du collège une journée de vaccination, ce qui devrait faciliter l'accès en fait, de cette vaccination pour des enfants de 11 ans. Et les premiers chiffres sont plutôt positifs, on va dire. Alors là, c'est une campagne qui débute à peine. À peine, là, oui, c'est ça. Oui, à partir du mois d'octobre. Donc, donc vous n'avez pas de chiffres encore. Non, d'accord. C'est encore trop tôt. Madame Perrault, vous êtes, je le disais il y a un instant, présidente de la Ligue contre le cancer dans la Mayenne. Alors cette Ligue contre le cancer, ça représente quoi d'abord? Il y a beaucoup de bénévoles qui s'investissent. On n'a jamais assez de bénévoles, hein. Et les bénévoles, c'est ponctuel. Pour la prévention, c'est du continu. Donc on demande des bénévoles, mais c'est des bénévoles formés pour la prévention. Donc on s'est lancé dans le soutien des dépistages organisés, en particulier pour le sein. Bon, c'était un petit peu logique, je suis gynéco d'origine, donc je me suis intéressée surtout à ça. Et on s'est lancé dans les ateliers d'autopalpation. Et là, on a vraiment beaucoup de succès. Au départ, il fallait qu'on aille vers les patients, qu'on aille vers les entreprises, vers les associations. Et maintenant, on déborde un petit peu. Et j'avoue qu'on ne voit plus le jour depuis le mois de septembre. Oui, parce que Octobre Rose, pour vous, ça démarre, c'est Septembre Rose d'abord. Ça commence à septembre et ça se termine fin novembre. Alors ça consiste en quoi? C'est le buste qu'on a vu là-haut? Oui, donc c'est un buste. Et on apprend, alors j'en profite pour toujours faire les facteurs de risque. Et là, c'est important parce que j'ai découvert que pratiquement aucune femme ne savait que l'alcool augmentait considérablement le risque de cancer du sein. On est à 300%. Donc c'est le deuxième facteur après celui de l'âge. L'âge, vous savez, on ne peut pas faire marcher les horloges à l'envers, donc on est obligé de vieillir, hein. Mais l'alcool, on peut avoir un énorme moyen de pression. Là, il suffit de moins boire. Et donc les gens ne connaissent pas d'ailleurs les doses où ça commence à devenir dangereux. Et ils ne savent pas que... Et là, en octobre, écoutez les médias, personne ne parle de l'alcool, hein. On va parler du tabac. Et le tabac arrive en 4e position, donc c'est vrai qu'il ne faut pas fumer, mais on est de 300% pour l'alcool, on est à 200% pour le surpoids et l'obésité, donc là aussi, comme disait le professeur Infra, c'est très important. Et puis on est à 70% pour le tabac. Mais j'aimerais bien qu'on avertisse les jeunes femmes que l'alcool est dangereux, surtout que les mutagènes sont beaucoup plus dangereux sur les organes immatures. Or, un sein ne devient mature qu'après une première grossesse. Donc la fenêtre d'impact à l'heure actuelle augmente, puisque l'âge du premier enfant recule et que les femmes jeunes, à cause des fameux jeudis soirs, boivent de plus en plus. Alors je reviens sur vos actions. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez notamment dans les entreprises. Vous allez faire des ateliers? Oui, on va dans les entreprises. Vous voyez, même dimanche, là je vais, pour ne pas les citer, la laiterie Belle à Évron, je vais passer la journée. Et à l'occasion, surtout dans les entreprises, à l'occasion de ces ateliers, il y avait parfois des groupes mixtes. Et je me suis rendu compte que les hommes, non, le sein, on parle que des femmes, et nous. Et je leur ai proposé, quand j'avais des groupes mixtes, à majorité masculine, de leur parler un peu de leur prostate. Et là, j'ai vu que ça accrochait. Alors, si bien que j'ai lancé le challenge du gentleman au mois de novembre, et là, je traite les 4 grands cancers qui tuent pas mal d'hommes. Le poumon en premier, parce qu'on n'en parle pas, mais 23 000 morts chez l'homme, quand même, c'est pas mal. J'en profite toujours d'ailleurs à cette occasion pour parler aussi de l'augmentation absolument vertigineuse du cancer du poumon chez la femme, qui augmente de presque de 5% par an, alors que chez l'homme ça baisse un peu parce qu'ils ont quand même légèrement compris le message. Et puis on traite aussi la prostate, en leur expliquant pourquoi il n'y a pas de dépistage organisé. C'est pas du sexisme à l'envers pour une fois, mais c'est parce qu'on n'a pas de critères pour
trouver les cancers en dépistage de masse. Je leur explique ce qu'il faut qu'ils fassent. Et pour les accrocher, vous leur demandez de faire un quiz, c'est ça, hein? Voilà, alors, on a créé un quiz qu'on corrige ensemble, donc ça ils aiment bien. Et puis on traite aussi d'un cancer qui touche peu d'hommes, mais des hommes jeunes, c'est le cancer du testicule. Donc voilà, et le côlon, parce que le côlon, ils sont plus touchés que les femmes. Donc, comme vous avez dit, le professeur Infra, la diététique joue beaucoup, l'hygiène de vie joue énormément. Et c'est vrai que les femmes vont manger un peu moins de burgers et de frites, tout simplement parce que pour les femmes, il y a la balance au-dessus de leur tête. Donc elles savent que le lendemain, si elles montent sur la balance et qu'elles mangent trop de burgers, ça va grimper trop vite. C'est exclusivement pour ça, hein, c'est pas du tout par goût, c'est exclusivement par la tyrannie de la balance. Bon, je reviens quand même à ma première question, parce que je vous ai demandé s'il y avait beaucoup de bénévoles, parce que vous faites quand même beaucoup d'ateliers, donc ça veut dire qu'il faut former des gens pour les faire. C'est qui les gens que vous formez? Alors, des infirmières à la retraite? Voilà, je forme des cadres hospitaliers. J'ai plusieurs cadres hospitaliers, des infirmières. Je préfère que ce soit du corps médical, parce qu'il faut répondre parfois très médicalement. C'est pas simplement un texte à apprendre par cœur, on a des questions. Tout le monde ne peut pas être bénévole à la Ligue? Peut pas. Si, peut être bénévole à la Ligue, mais pour l'autopalpation, là, je préfère avoir quand même ciblé, parce que ça peut être dangereux. Si le message est mal dit, eh bien, l'autopalpation peut être dangereuse, parce que une autopalpation mal faite va rassurer la femme, et là on peut passer à côté d'une vraie palpation par un professionnel, donc c'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir plutôt des paramédicales. J'en ai 5 déjà. D'accord. Je vais bientôt en avoir 6. Et donc elles peuvent répondre, et puis on les reforme sans arrêt, parce que on les supervise, si je puis dire, de temps en temps. Et quand on voit qu'elles ne font pas bien le geste, on leur réapprend. Il y en a d'autres qui m'ont enregistré et qui réécoutent mon discours, parce que j'ai des éléments de langage très particuliers pour que le message passe mieux. Bon, comme ça, le message est passé, là, j'en suis sûr, et si vous connaissez des personnes qui ont le bon profil, voilà. Les envoyer directement vers Madame Perrault. Nicolas Brichet, j'ai démarré cette rencontre en disant qu'on se demandait pourquoi vous étiez là. C'est gentil. Vous représentez le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Alors d'abord, c'est quoi une addiction? C'est différent d'une habitude, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Et juste avant, on appartient au Centre hospitalier de Laval et le département de santé publique, et juste parce qu'on a le CFPD qui fait la prévention avec le papillomavirus, et au sein de l'unité sanitaire, on fait la prévention colorectale. Donc en fait, le département participe avec d'autres acteurs du Centre hospitalier de Laval à toutes ces préventions cancer. Maintenant, pour répondre à votre question sur l'addiction, effectivement, il y a plusieurs stades. Alors il y a différentes façons de les présenter, mais globalement, on peut aller d'un usage un peu récréatif. Je vais fumer du cannabis, je vais prendre un verre d'alcool, je vais fumer une cigarette dans une situation où ça reste du récréatif. Et puis après, ça va pouvoir évoluer, et l'addiction arrive quand il y a une dépendance. Une dépendance avec cette envie irrésistible de consommer, que ce soit de l'alcool ou que ce soit du cannabis. Si quand je prononce cannabis, vous avez envie de sortir pour aller fumer du cannabis, il faut venir nous voir. Et je vais le prononcer plusieurs fois pour être sûr que vous restez là. Et du coup, l'idée, c'est ça. En fait, c'est de comprendre que quand on arrive dans la dépendance, c'est ça. Et il y a des conséquences sur l'emploi, la vie sociale, sur son entourage. Et c'est là où on va parler d'addiction, en fait. Et souvent, on parle d'addiction un peu trop tôt dans le langage courant. Je suis addict aux écrans, je suis addict au sport. Et il n'y a pas encore tous ces usages-là qui ont été faits, et ça peut rester dans des usages plus classiques, en fait. D'accord. Et alors, vous êtes ici aujourd'hui, vous dites, mais si, moi j'ai toute ma place. Donc on l'a dit, 8% des cancers évitables sont liés à l'alcool. Sont liés à l'alcool, voilà, c'est ça? Alors oui, alors du coup je reprends juste la statistique qui a été donnée, et en même temps pour y apporter cette nuance dans le message qui responsabilise beaucoup la personne, mais qui parfois, quand elle est en proie à l'addiction, n'a plus ce contrôle sur son corps et sur sa consommation. Et comme le disait le professeur Ifra, il y a un premier temps qui est le temps du soin. Et nous, au XAPA, du coup, on apporte ce temps du soin, qui est d'abord de soigner les personnes pour les aider à réduire les risques dans l'addiction, ou à sortir de l'addiction quand c'est un objectif, quand c'est le souhait, et de les ramener après, effectivement, à réduire ces risques-là. Mais le message qui tend à dire que les personnes qui consomment de l'alcool ou du tabac ou d'autres substances, ou même des personnes qui ne consomment pas de substances, vont être responsables à 100%
des choses, c'est un peu vrai et un peu faux aussi, puisque du coup, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs d'éducation, on sait que c'est gradué socialement. Les personnes qui fument, ça diminue dans les personnes de classe supérieure et ça augmente plutôt chez les ouvriers et dans les classes moins favorisées. Et puis la deuxième raison pour laquelle vous êtes là, c'est que ce public, on va dire un peu précaire, hein, c'est un public fragile en tout cas, il n'est pas réceptif au message préventif, beaucoup moins que les autres, on va dire. Oui, ça aussi, ça a été documenté par Santé publique France, qui a fait une étude sur les campagnes de communication qui sont réalisées grand public, donc par exemple dépistage du cancer du sein, par exemple. C'est des messages qui vont être pas forcément entendus, entendables, reçus par les publics les plus défavorisés. Donc il y a d'autres approches que l'on peut faire. Et quand vous parliez de prévention primaire tout à l'heure, professeur Ifra, nous on va attaquer sur ce qui est la partie compétences psychosociales, qui est pour nous le meilleur moyen de prévenir les addictions, puisque l'addiction reste une pathologie du lien et de l'émotion. Et donc si on apprend à mieux gérer ses émotions, on diminue les risques d'addiction et donc on diminue la consommation de tabac, d'alcool et d'autres facteurs de risque. Et juste si vous me permettez une question au public, pour savoir s'il y a des gens parmi le public qui savent que fumer tue. Est-ce que vous pouvez laver la main si vous savez que fumer tue? C'est écrit sur tous les paquets de cigarettes. Ok. Est-ce que parmi vous, il y a des fumeurs? Gardez la main levée. Gardez la main levée pour ceux qui savent. Est-ce qu'il y a des fumeurs parmi vous? Ouais. Ok. Donc du coup, il y a des gens qui fument, qui savent que fumer tue. Et l'alcool, c'est pareil. On sait que l'alcool est nocif, mais pour autant, qui peut consommer de l'alcool de manière récréative ou d'autres, mais voilà. Et donc, vous pouvez lever la main si vous consommez 1 ou 2 verres d'alcool, voilà, en restant dans la norme qui a été proposée. En fait, il y a vraiment une différence entre savoir et pouvoir. Et c'est pas parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est nuisible pour moi que pour autant je peux réduire cette consommation-là. Et tout le travail qu'on fait au niveau de l'addiction, c'est de ramener ce pouvoir-là de la personne sur son environnement, ce pouvoir-là à prendre des décisions, ce pouvoir-là à réduire, et ce pouvoir-là, du coup, à rentrer dans les messages de prévention. Et c'est tout le travail qu'on fait, notamment avec les jeunes, autour de cette capacité à agir, et on parle des environnements capacitants. Les jeunes au collège, par exemple. Oui, jeunes au collège, alors nous, on a une consultation qui commence à 12 ans. C'est un choix de la Fédération Addiction de ne pas aller en dessous, parce qu'il y a l'IREPS, qui était partenaire d'ici, qui intervient pour les très jeunes. Nous, on intervient entre 12 et 25 ans pour réduire les risques liés à l'addiction, et donc, in fine, les risques liés au tabac, au cancer lié au tabac. Vous avez une équipe mobile sur tout le département? Oui, le XAPA, c'est 3 sites de consultation, Mayenne, Laval, Château-Gontier. Il y a un site à Évron, un site à Segré, et puis il y a une équipe mobile qui va au plus près des personnes précaires dans cette démarche d'aller vers. Il y a des personnes qui n'ont pas d'accès aux soins ou qui sont en refus d'accès aux soins, et l'idée, c'est d'aller lever les freins pour les ramener progressivement dans une structure de soins ou à réduire les risques qui sont liés à leur pathologie. J'imagine que les gens concernés ne viennent pas vous voir directement, c'est que quelqu'un les a incités ou les accompagne Oui, alors on a un fort travail de réseau. Donc là, il y a Alcool Assistance qui est présent, qui est un grand partenaire de nos actions. Effectivement, donc il y a des partenaires associatifs, il y a des partenaires, les CPTS, enfin les maisons de santé pluriprofessionnelles, il y a les assistantes sociales de secteur, il y a les différents professionnels qui vont être sur le terrain, qui vont repérer les situations et qui vont nous les orienter effectivement. Merci pour toutes ces informations. On va laisser la parole à Océane Berthet maintenant, à vos côtés, qui représente ici donc l'association régionale du pain sur la planche. De quoi s'agit-il? Alors tout à fait. Donc j'ai la chance de vous présenter effectivement l'association du pain sur la planche. Cette association, en fait, c'est une association régionale professionnelle qui intervient dans le champ de la prévention primaire, donc avant la survenue de maladies. Donc on touche vraiment tout ce qui est promotion, éducation à la santé, et spécialisé en nutrition. Donc quand on parle de nutrition, c'est à la fois alimentation et activité physique, parce qu'on en a parlé ce soir. Et vous avez dû boire du petit lait en écoutant le professeur Ifra, évidemment, qui a expliqué qu'il fallait manger équilibré, quoi. Enfin, je fais un peu simple, mais c'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Et puis effectivement, de sortir de l'idée qu'il y a une alimentation typique anti-cancer, c'est effectivement pas la réalité. En fait, les recommandations générales permettent en fait d'éviter de nombreuses maladies, dont effectivement le cancer. Alors vous proposez d'apprendre aux personnes, d'une manière ludique, justement, à bien se nourrir. Vous organisez des ateliers pratiques, participatifs en 3 temps, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors déjà, pour repréciser un peu les choses, nous, on accompagne les structures qui accueillent les publics de la petite enfance, des enfants, les adolescents, la population adulte
et les seniors. Donc vous voyez qu'on a un champ assez large, parce qu'en fait l'alimentation prévention cancer, c'est dès le plus jeune âge, ça a été dit aussi. Donc voilà. Et nous, les demandeurs, c'est effectivement les collectivités territoriales, donc les villes, les départements, les régions. Ça va être aussi tout ce qui va être établissement scolaire. Ça va être aussi les associations. Par exemple, là, on travaille en partenariat avec la Ligue contre le cancer qui nous fait aussi appel. Et ça va être aussi les entreprises. On peut aussi intervenir au sein des entreprises. Et effectivement, l'objectif, c'est de proposer, en fonction des besoins des structures et des populations cibles, de proposer soit des ateliers, soit en format conférence. Ça peut être plein de formats en fonction des besoins. Et donc, spécifiquement avec la Ligue contre le cancer, effectivement, on propose au sein des maisons de quartier de la ville de Laval, donc en partenariat aussi avec la ville, des ateliers sous 3 séances, effectivement. Alors, une séance qui est plus tournée autour des représentations de l'alimentation, parce qu'on a tous et toutes une représentation de l'alimentation. On entend beaucoup de choses aujourd'hui autour de l'alimentation. Donc, l'idée, c'est de repartir des représentations des personnes, et voilà, d'essayer d'amener vers les recommandations nutritionnelles. À travers des échanges. Hein. À travers des échanges, à travers des jeux, en fait. Hein. C'est vraiment, nous, notre objectif, voilà, que ce soit ludique et juste qu'on passe un bon moment, en fait, aussi. On a une deuxième séance où c'est plus tourné autour des sensations, du sensoriel. Parce qu'en fait, maintenant, ça c'est pareil, l'alimentation, c'est une science qui est relativement récente. Et effectivement, ce qu'on disait il y a 10 ans, c'est plus ce qu'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus tourné vers le sensoriel, vers écouter son corps, écouter ses sensations de faim et de rassasiement. Donc la deuxième séance qu'on fait, c'est plus tourné dans ce sens. Et enfin, on propose un dernier atelier que généralement les participants adorent. On propose un atelier cuisine, en fait, parce que c'est bien beau de voir les recommandations, mais le mieux, c'est effectivement la mise en pratique. Donc l'idée, c'est effectivement de faire tous ensemble un atelier cuisine, voilà, et de déguster ensuite. Et c'est combien de temps chacune des séances? Donc voilà, c'est 2 heures en moyenne, parce qu'on souhaite vraiment prendre le temps, en fait, avec les participants d'échanger. Et le tout sur une période de... Eh bien, ça peut être étalé. Voilà, par exemple, là, les séances qu'on fait, c'est étalé sur à peu près 1 mois. En fait, on laisse une semaine entre chaque atelier. Mais voilà, c'est sur 1 mois, 1 mois et demi. Bon. Eh ben, écoutez, ça a l'air sympa. Moi, j'aurais envie d'y participer. Hein, avec plaisir. Tout le monde est convié. Bon, il va falloir organiser ça. Très bien. Merci pour ces présentations. Vous avez été parfait parce qu'on est pile dans les temps. Ça permet de laisser la parole au public éventuellement, les questions diverses et variées qui pourraient... arrivé, il y en a quelques-unes qu'on n'a pas traitées. Oui, professeur. Juste une petite correction sur cette excellente présentation de M. Brichet. L'alcool, ce n'est pas 8% des cancers évitables, c'est 20% des cancers évitables. Ah bah c'est 8% des cancers. C'est un cancer évitable sur 5. Oui, c'est encore mieux. C'est énorme. C'est la moitié des cancers évitables. C'est 20% des cancers. Est-ce que, allez, on y va avec les questions. Est-ce que 50 ans n'est pas trop tard pour le dépistage du cancer du sein? C'est une question. Hein. Pardon? Est-ce que 50 ans n'est pas trop tard pour le dépistage du cancer du sein? Non. C'est un sujet qui est compliqué. C'est un sujet qui est compliqué. On essaye de travailler sur la possibilité de le faire, je dirais, en dépistage général, entre 40 et 50 ans, mais... il faut savoir que l'interprétation d'une mammographie d'une femme non ménopausée est extrêmement difficile et qu'en pratique, 9 fois sur 10, ça se termine par une IRM. L'interprétation est très compliquée. Bon, voilà. Deuxièmement, il y a des personnes à surrisque, ça c'est sûr, parce qu'elles ont des antécédents familiaux, parce qu'elles ont une mutation particulière, je ne reviens pas sur les noms... de certains gènes, ou parce qu'elles ont reçu dans leur vie plus jeune une irradiation, par exemple pour le traitement d'un lymphome de Hodgkin ou des choses comme ça. Là, ces personnes-là, elles sont clairement en dehors du dépistage organisé. Elles ont un dépistage spécifique et qui commence bien avant 40 ans. Et puis la question de la barre
entre 40 et 50 ans méritent un travail de recherche et pas seulement des incantations. Il y a eu des travaux de recherche. Aucun d'entre eux n'a, à ma connaissance, été suffisamment bien mené pour remporter une conviction complète. Ça fait partie de nos projets. On l'a marqué dans la stratégie décennale en termes de recherche, mais bien en termes de recherche, de voir jusqu'où on pouvait avancer. Par contre, une femme sur 8 aura un cancer au cours de sa vie. Et 50-74 ans, ça ne couvre que, entre guillemets, la moitié de ces cancers. Donc avant 50 ans, il y a un quart des cancers, et après 74 ans, il y a un quart des cancers du sein. Ce qui veut dire qu'on ne veut surtout pas dire qu'il faut plus se préoccuper du cancer du sein après 74 ans, mais on n'est plus dans le dépistage organisé, ça se réfléchit de façon individuelle, en fonction des comorbidités, de la capacité, par exemple, à supporter un traitement si jamais on avait... Mais la question, elle est très légitime et sa réponse est très compliquée. Et attendez, parce que du coup, ça génère une autre question. Comment fait-on, après 74 ans, pour poursuivre le dépistage du cancer du sein? Eh bien, je vous ai répondu. Prescription individuelle. D'accord. Il est remboursé jusqu'à 100 ans. Hein, la mammographie, elle est remboursée jusqu'à 100 ans. Et au-delà. Hein. Est-ce que les travaux de recherche pour lutter contre le cancer, c'est toujours des questions de la salle, sont publics? Est-ce qu'il existe une liste en cours? Et y a-t-il des recherches pour diminuer les effets de la chimiothérapie? Donc c'est trois questions différentes. Mais voilà. La réponse est oui à ces trois choses. Premièrement, elles sont publiques. Toutes les recherches sont trouvables sur un certain nombre de sites. Et les recherches... Dans celui de l'INCa? Dont celui de l'INCa et dont le site research.gov au niveau mondial. Mais sur celui de l'INCa, vous l'avez complètement, absolument. Est-ce qu'il y a des recherches pour limiter les effets secondaires? Je crois que c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Oui. Stratégie décennale de lutte contre le cancer, c'est un de ses objectifs premiers. Qu'en est-il du dépistage du cancer du poumon, demande-t-on? C'est en cours. Le principe est acquis. Aujourd'hui, ce qui est montré, c'est que le dépistage du cancer du poumon, il y a eu 2 très belles études, diminuer de façon significative le nombre de décès par cancer du poumon. Mais, dans aucune de ces études, on a eu de diminution du nombre de décès tout court. Donc, nous essayons de travailler avec les sociétés savantes sur un modèle qui permette non seulement de réduire le nombre de décès par cancer du poumon, mais de réduire le nombre de décès tout court, de le coupler à un travail d'addictologie, parce que y a une part significative des gens qui sont en fait en incapacité d'arrêter de fumer, et qui voient le premier passage devant ces scanners à basse résolution comme une épreuve à passer pour avoir le droit de recontinuer à fumer après. Et pour vous donner une idée, aux États-Unis, où ce dépistage du cancer du poumon a été, entre guillemets, organisé à l'américaine, le taux de réponse à une reconvocation est de 6%. C'est-à-dire que c'est un échec absolu, on doit être capable de faire mieux. Qu'est-ce que j'avais? Oui, pourquoi ne pas développer davantage la prévention dans les écoles, demande-t-on? On le fait, hein, mais le problème, c'est que les écoles, ça commence à 3 ans et ça termine à l'âge que vous voulez, parce que il y a aussi les grandes écoles et les universités, d'une certaine manière, sont les écoles. Mais même quand on parle des écoles primaires et secondaires, il y a, par exemple, sur sur le tabac, il y a quelque chose qui a une invention de l'Institut et de l'université de Nancy-Lorraine, qui a montré, qu'on a lancé chez les enfants et les écoliers et lycéens des lycées professionnels, et d'ailleurs en apprentissage, qui a montré que lorsque on leur faisait suivre un parcours de formation un peu ludique, on diminuait de 25% le nombre de fumeurs durablement. Donc et ça, on l'a montré d'abord à l'université de Nancy-Lorraine, puis on l'a élargi à une quinzaine d'établissements en faisant une espèce de compétition, parce que c'est un âge où il ne faut pas interdire, hein. Il faut les mettre en compétition, il faut jouer sur l'émulation, et ça a marché, et donc on est en train de
on est en train de l'étendre à tout le territoire. Donc oui, ça c'est fait, bien sûr, c'est fait. Et puis en complément, pour élargir, on travaille aussi avec l'IREPS, qui n'est pas là ce soir, je crois pas en tous les cas, sur des programmes de compétences psychosociales, ce que je partageais un petit peu tout à l'heure. C'est aussi de rendre la possibilité aux personnes d'agir, en fait, et de jouer sur les environnements dès la petite enfance ou dès l'adolescence, parce qu'on sait que forcément les personnes les moins favorisées, enfin les classes en tous les cas les moins favorisées, vont avoir un surrisque aussi pour les enfants, en fait. C'est-à-dire que les parents ouvriers, pour les enfants, on sait qu'il y a ce risque dès la naissance parce qu'ils naissent dans des environnements qui vont être moins capacitants que d'autres environnements. Et donc on travaille à rendre ces environnements-là plus promoteurs d'une santé, en tous les cas, ou d'éducation à la santé pour redonner cet objectif-là de la santé à ces jeunes. Et du coup, on travaille autour de ça avec les écoles. Et en Mayenne, il y a vraiment un réseau de partenaires d'écoles qui sont de professeurs, de CPE qui sont très investis autour de ça. Et donc la Mayenne est en avance sur plein de sujets, mais notamment celui-là. Quand on se compare à d'autres, on a un taux d'adhésion, un taux de participation à ces programmes-là beaucoup plus important que sur d'autres régions. En tous les cas, quand on se compare, nous, à l'intérieur de la région, on a cette chance-là en Mayenne, en tous les cas, de pouvoir travailler sur ces environnements-là. Autre question, y a-t-il des dépistages qui seraient utiles, mais qui ne sont pas encore mis en place? Alors derrière, l'autre question... Il y a le cancer du poumon. On est en train de travailler dessus. Oui. Nous, on pense qu'il y a de la place, mais les outils ne sont pas opérationnels pour dépister les cancers de l'estomac. En tout cas, il y a une réflexion à avoir et il y a des recherches lancées sur ça. Et puis, se pose évidemment toujours le problème du dépistage des cancers de la prostate agressifs, en sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils formidables. Alors, je suis en train de lancer une assez grosse recherche sur ce sujet avec la société... l'Association française d'urologie, hein, je pense qu'on va faire quelque chose d'intéressant. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas d'outils. Le PSA est moins performant qu'une pièce de monnaie. Ah oui. Oui. Si vous voyez, vous pouvez soit vous faire prélever du sang et faire un PSA, soit lancer une pièce de monnaie et dire face j'ai un cancer de la prostate, pile je ne l'ai pas. Donc ça ne sert à rien de le faire. Non, ça ne sert à rien de le faire. Bah, c'est clair. Ça ne sert à rien de le faire, sauf si on a des symptômes. D'accord. Si on n'a pas de symptômes, ça ne sert à rien de le faire. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans que sont les symptômes parce qu'on ne va pas finir. Réduire le sucre est-il recommandé? Alors, une chose quand même à dire, c'est qu'aucun aliment devrait être interdit. On a le droit de manger de tout. Tout dépend de la quantité, de la fréquence avec laquelle on le consomme. Il y a eu une certaine polémique autour du sucre et du cancer, effectivement. L'idée générale, c'est encore une fois, on a le droit de se faire plaisir. Voilà. Après, c'est combien en quantité, à quelle fréquence, etc. Mais je pense qu'on doit pas bannir d'aliments. Et le sucre ne doit pas être banni, encore une fois. Parce que le sucre, on en a besoin, notre corps en a besoin. Allez, dernière question pour le professeur Ifra. Elle est longue, mais elle est probablement intéressante. Moi, je ne connais pas. Donc, connaissez-vous les centres d'accompagnement avec approche intégrative comme les centres ressources créés par le docteur Jean-Louis Mouisset, qui est oncologue, incluant les soins médicamenteux plus la prise en charge psychologique, alimentaire, kinésithérapie, gestion du stress? J'en ai inauguré un à Montélimar il y a 4-5 ans. Donc vous connaissez? Oui, j'en ai... Bien sûr, oui, je connais. Alors, simplement, oui, celui de Montélimar était assez exemplaire. Il y en a d'autres qui sont exemplaires. Mais il faut toujours être extrêmement vigilant parce que sur la qualité de ce qui est fait, sur la façon dont c'est organisé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... et ce n'est pas du tout une critique de ce qui a été dit là. Les sectes essayent de rentrer en contact de gens plus fragiles en essayant d'infiltrer ce genre de choses. Donc je connais la qualité et l'engagement, le dévouement des personnes et des groupes qui organisent ces centres d'aide aux malades. Mais vraiment, c'est clairement
identifiée comme une zone potentiellement fragile par un certain nombre de sectes qui cherchent par tous les moyens, à vampiriser un certain nombre de personnes en grande détresse, en grande fragilité. Merci pour ce conseil. Je pense qu'on va pouvoir vous applaudir, mesdames, messieurs, et vous inviter à retourner dans la salle. Beaucoup de réponses ont été apportées aux différentes questions. Je vais laisser évidemment la parole à Jean-François Salard pour la conclusion. Avant, je voudrais juste vous rappeler qu'à la sortie, avant de partir, vous pourrez continuer à aller sur les stands qui vous sont proposés du comité départemental olympique et sportif, avec les maisons sport et santé, de l'INCA, d'Alcool Assistance, des Roses de Mai, de Parenthèse 53, de la Ligue contre le cancer, de Synergie, du stand du conseil du département de la Mayenne et du pain sur la planche. Je pense que j'ai cité tout le monde. Bon, bah, c'est parfait. Il me reste juste à remercier bien sûr le professeur Ifra et donc tous les intervenants et toutes les associations qui ont participé à ce premier rendez-vous de la santé. Et donc nous vous invitons tous à prendre un pot qui va être très convivial, bien qu'il soit sans alcool. Voilà. Bonne soirée et bon retour.